Bertrand, on va commencer l'avant-dernier chapitre, la conclusion. Et je te propose de commencer par la lettre E, au-delà de l'énantiodromie. E comme énantiodromie. Dans son premier sermon qui se réfère au noble chemin octuple, jusqu'à une possible atténuation de la souffrance, le Bouddha parle de la voie moyenne, les taoïstes de la voie du milieu. Peuvent-elles nous inspirer ? Alors, cette voie moyenne, elle passe par l'acceptation de l'impermanence et par une prise en compte des contradictions. Donc, elle est tout à fait le contraire de l'unilatéralité. Les Jungiens aiment le terme d'énantiodromie emprunté à Héraclite ou à ses commentateurs, et qui signifie la transformation de ce qui est en son contraire. Énantiodromie que l'on peut croire sous-tendue par une insuffisante reconnaissance de la nécessité de la prise en compte du jeu des opposés, de leur relation, de leur alternance, de leur liaison et de l'impératif de leur conjonction. Bon, un tragique exemple de ce renversement, qui d'ailleurs est contemporain de l'écriture du Livre rouge, est le conflit sanglant du début du XXe siècle, la Grande Guerre. En Europe occidentale, à cette époque-là, la foi dans le progrès, la consolidation d'un socle de civilisation par la croissance économique, la domestication de la nature par la technique, l'efflorescence culturelle, bref, l'accroissement admirable et presque vertigineux de la puissance de l'homme, la poursuite de tout ce qui était ou qui semblait bénéfique et souhaitable se retourne. Il semble que le héros occidental ne peut faire autrement que de se suicider. Par la guerre, il met tout en œuvre pour détruire les richesses qu'il avait accumulées. Une rage de destruction prend la place d'une volonté de construire. À l'euphorie qui précédait, va succéder ensuite, pendant longtemps, l'effroi, puis la dépression. La foi dans des lendemains qui chantent va s'estomper, encore que elle s'attardera tout de même un peu, car l'archétype de la terre promise a la vie dure. S'inaugurera alors le temps du doute et du soupçon. La grande oubliée, qu'était la nature et ses alternances, fera désormais souffler son froid d'hiver sur les hommes qui avaient oublié que leur lumière électrique n'était que lumière artificielle. Bon, il n'est pas très difficile d'identifier des énantiodromies affectant les mentalités et perceptibles dans le cours des événements. De constater une transformation subite, plus ou moins brutale, qui traduit l'émergence d'un paradigme opposé au précédent. Par exemple, en politique politicienne, c'est très trivial, ce qu'on appelle le jeu de l'alternance illustre assez souvent les conséquences de la partialité des croyances et de la versatilité des peuples, dont la succession des engouements opposés et contradictoires n'en finira jamais de surprendre. La philosophie sait depuis longtemps que la meilleure façon de démontrer l'inanité d'un projet et la vanité d'un idéal est de l'appliquer rigoureusement en le poussant jusqu'à ses plus extrêmes conséquences. Cette antique vérité connaît aussi des applications techniciennes. Le perfectionnement illimité d'un système technicien finit toujours par atteindre sa limite de contre-productivité.
On n'en finirait pas de déplorer les excès de l'unilatéralité et leurs conséquences. Les monopoles économiques ou socio-culturels deviennent inefficaces ou insupportables. Ce qui avait été délaissé, ce qu'on a exclu, ce qui est refoulé, revient toujours en force soudain et se venge. Une telle analyse se complète ou s'éclaire du constat amer que le bien et le mal sont indissolublement liés et que, comme on le sait bien, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Est-ce qu'elle n'affecte pas aussi les relations de couple et les appréciations des genres? L'énantiodromie, ici, on peut effectivement penser que le culte de l'égalitarisme a pris tellement de place qu'il a relégué dans les limbes le constat simple des différences naturelles, que l'idée même de nature est devenue suspecte, que l'idéologie a supplanté ce qui pourrait résulter d'une relation à l'intériorité. Ne serait-ce pas d'ailleurs une expulsion du féminin? On est passé d'un féminin très ou trop distinct à un féminin abrasé et normé. Et les hommes sont en train de suivre car la virilité est bien moins encouragée. Tout cela pourrait nous inspirer une certaine réserve plutôt qu'une participation sans discernement à la culture de la plainte, au culte du progrès et à l'expression des conflits. Si l'on voulait dresser un tableau très caricatural de la situation actuelle entre les jeunes hommes et les jeunes femmes, on dirait aujourd'hui que certains mâles complexés, après avoir gonflé leurs muscles, se sont transformés en sigisbées, et que d'autres pauvres créatures qui relevaient autrefois du sexe dit faible ont troqué leurs talons aiguilles contre des rangers et leurs tabliers contre des accessoires paramilitaires. Bon, je force très grossièrement le trait, je sais bien, et je plaisante. Mais les dénonciations virulentes et plus ou moins consensuelles des excès réels ou supposés de ce qu'on appelle le patriarcat semblent ouvrir une perspective jusqu'à l'infini à un état d'esprit revanchard ou à une recherche qui peut être défensive et en définitive très mal orientée. Plus généralement, les victimes et les opprimés de tout sexe et de tout genre sont enclins désormais à se manifester, voire encouragés à le faire. Ils s'autorisent alors volontiers dans des célébrations qui relèvent de différentes facettes de l'archétype maternel. Il est possible que certains et certaines adressent à la bonne mère des demandes excessives, à moins qu'ils ne s'identifient trop volontiers à un aspect de la grande mère, celle qui possède tous les attributs parce qu'elle précède toute différenciation, puisque tout procède d'elle. Ils se donnent alors un droit de vie et de mort sur tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Ou ils sombrent dans un océan de vie instinctive et pulsionnelle. Oui, pourtant l'égalité, on pourrait dire que c'est une belle idée. Oui, une idée ou un idéal. Mais on devrait être conscient de sa relativité et s'inspirer à nouveau du livre rouge. Au chapitre « Les restes d'anciens temples », Jung n'y va pas de main morte quand il dénonce l'inconsistance de tous les idéalismes, leur précarité, comme le risque de possession qu'ils font courir. Je cite : « Les idéaux sont par nature désirés et pensés, et ils existent dans cette mesure et uniquement dans cette mesure. Qui croit vivre ou pouvoir vivre vraiment ses idéaux est atteint de la folie des grandeurs. Et il se comporte comme un fou en cabotinant vers l'idéal. Ne vois-tu pas que c'était toi qui donnais sens à ton idéal ? Une fois que tu es devenu la victime de l'idéal, cet idéal est pris de folie, il joue au carnaval avec toi. » Bon, ça peut inciter des gens à refuser une réalité qui est pourtant patente parce qu'ils croient mordicus à quelque chose.
il faut penser quand même que les lettres françaises et Sartre ont fait des procès aux gens qui dénonçaient les camps, alors qu'on en avait les preuves. Mais il y a une espèce d'obscurcissement de la raison parce que le carnaval joue avec le carnaval. L'idéal joue avec nous. Oui, ça... Alors, on pourrait s'étonner, revenons à l'égalité entre les sexes. On pourrait s'étonner, est-ce une mode, est-ce un contre-pied, est-ce une pirouette de l'histoire ? De l'éternelle guerre des sexes, de cette étrange tendance à la négation des différences, enfin, de l'actualisation de cette étrange guerre des sexes. Que la définition de l'être humain et d'un genre soit une production culturelle, cela peut certes se débattre. Que son être et ses particularités aient partie liée avec une nature, on pourrait presque dire transcendante, en précédant toute analyse et tout projet, cela doit être également considéré. Bref, je ne m'enferrerai pas longtemps dans un débat nature-culture, me bordant seulement à observer que l'énergie court généralement entre deux pôles opposés et que le désir de l'autre est biologiquement plus fécond que celui du même. Est-ce que c'est vrai sur le plan psychique aussi ? Il semblerait quand même que l'enfant intérieur naisse d'une relation avec l'autre, de nous. J'ajouterai sans craindre la banalité que l'égalité conduit au nivellement et à l'uniformité. Il n'y a plus de montagnes, il n'y a plus de vallées, il y a seulement des plaines. Tout devient neutre et laisse ainsi se développer le risque de l'ennui. Qui aime le cinéma, je vais encore prendre une comparaison empruntée au cinéma, un exemple. Ce que Michelangelo Antonioni appelait l'incommunicabilité, eh bien les conditions de cette incommunicabilité semblent encore mieux réunies qu'avant. La situation pourrait être décrite ainsi. Quelqu'un qui ne se connaît pas tente de rencontrer une autre personne qui a l'apparence de son double et qui ne se connaît pas non plus. Peut-on dire que le merveilleux projet de l'égalité des sexes et d'une humanité régénérée par le respect mutuel et la tempérance fait courir le risque d'échouer dans la lagune de la conformité? Alors, sans intériorité, on est toujours la proie du normatif. À titre personnel, mais cela est peut-être une proclamation normative, je préfère l'affirmation de la différence. Je souhaite aussi que se maintienne dans la relation amoureuse la culture de la conquête et la pratique de la séduction. Quand bien même celles-ci peuvent générer des périls, comme on peut l'apprécier en lisant les impasses des stratégies énoncées soit par Goderlos de Laclos et les difficultés de progression sur les territoires de la carte du tendre. Je me souviens qu'un de mes patients avait rêvé qu'il devait apprendre à jouer de la guitare. Ce n'était pas un Don Juan, on s'en doute. Et aussi d'une patiente très émue en découvrant dans un magazine féminin un article illustré qui décrivait l'art de se servir d'un éventail, lequel permet de répondre ou non dans des formes codifiées aux sollicitations amoureuses. Bon, tu vas dire que je m'égare. Sans être celui de l'extinction de l'humanité, si les différences ne s'attirent plus, ce projet d'égalité ne s'inscrirait-il pas, d'une certaine façon, dans un courant de régulation de la population ? Bon, population mondiale que l'on peut juger très excessive, il semble même que ce soit un problème majeur, que ce soit le problème majeur. Encore que dans de nombreux pays, elle ne se renouvelle plus autant qu'avant. Mais enfin, c'est comme un paquebot, quand il est sur son aire, il met un certain temps à s'arrêter. Le taux de fécondité diminue
en fonction de l'acquisition d'une culture plus ouverte de franges de population qui ne bénéficiaient pas de ces possibilités auparavant. Bon, par ailleurs, il y a d'autres facteurs qui expliquent que la population, un jour, finira par se stabiliser et par décroître. Alors, est-ce à dire que les gens se jaugent davantage? Est-ce que ça s'inscrit dans le courant de régulation de la population? Que les gens préfèrent la concurrence à la collusion, ne se rencontrent plus que par habitude ou en se conformant à de vieux modèles? Je ne sais pas. En tout cas, selon l'influence d'une nouvelle doxa qui contredit le commandement d'autrefois « croissez et multipliez-vous », il y a quelque chose qui a l'air de se substituer ou qui pourrait se substituer comme « il est impératif de décroître ». Et dans ces conditions, d'autres formes de sexualité peuvent alors faire l'objet d'une promotion. L'autre a-t-il désormais moins d'intérêt que le même? Ça m'étonnerait. Enfin, sa vocation à être troublant a-t-elle moins d'importance? Selon certains courants, à la mode, il n'est question désormais que de se ressembler ou d'inverser les codes. Ce qui ne concerne en fait généralement qu'une minorité et ne se traduit pour le plus grand nombre que par un nivellement. Peut-on dire que sur le front des amours, l'idéal romantique s'est transformé en une gestion plus rationnelle, que les émois du cœur s'amortissent selon l'indice d'un règlement de copropriété ou de colocation, qu'après avoir trop attendu de la libre inclination des cœurs et des corps, on en reviendrait aux arrangements d'autrefois? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut parler d'énantiodromie? On verra. En nous évitant de stagner dans les extrêmes, le chemin que propose l'inconscient, est-ce qu'il nous modère? Nous aide-t-il à dépasser la peur de la souffrance ou à l'atténuer? Comment concilier les opposés? Vaste problème, autrement qu'en écoutant la nature en nous, en dialoguant avec elle, en délaissant nos croyances, nos mots d'ordre, nos projets plus ou moins pertinents, pour donner la parole à l'inconscient et l'entendre lucidement. Bon, c'est vrai que l'inconscient semble ne pas beaucoup aimer l'unilatéralité et ne nous laissera pas stagner dans les extrêmes de la différence, pas plus que dans les extrêmes tout court. Est-ce que cela permettra d'éviter le retour du refoulé, de ne pas subir le renversement des choses, la désillusion? Est-ce que cela nous incitera à considérer avec beaucoup de circonspection les programmes de révolution qui n'aboutissent généralement ou souvent qu'à un désordre ou à un nouvel ordre tout aussi factice que le précédent? Est-ce que cela doit nous inciter à douter de toutes nos certitudes? Est-ce que l'inconscient et sa fonction compensatrice, la psyché objective et son savoir absolu peuvent nous aider à sortir de l'aveuglement? Je l'espère ardemment. Mais tu dis souvent toi-même, il faut faire une petite place au mal. Je te cite. Oui, facile à dire, moins facile à mettre en pratique. Mais la considération de cet autre en nous que dévoile l'inconscient et l'acceptation de la contradiction qu'il peut apporter vont nous aider à faire une petite place au mal. Il ne faut pas succomber au bien. Il faut relire les épreuves du livre rouge et nous méfier de nos vertus. Jung écrit « La cohésion avec le soi n'est que trop facilement rompue, non seulement par nos vices, mais aussi par nos vertus. Car celles-ci peuvent tout autant nous plonger dans l'unilatéralité
et nous rendre étrangers à nous-mêmes. Est-ce que l'appréhension du contraire de ce que l'on pense ou de ce que l'on veut être et l'acceptation du caractère inévitable et nécessaire du mal nous rendront plus vivants? En tout cas, il faut le constater en nous. Bon, je crois que ça doit nous rendre plus vivants. Est-ce que l'appréhension du contraire constituera un handicap? Serons-nous moins libres de trancher, de choisir, de nous positionner? Il est possible que dans un premier temps, la fonction compensatrice de l'inconscient produise une certaine inertie, que nous nous détachions un peu trop de ce que les anciens appelaient le siècle, des affaires du monde, de ses affres et de ses séductions. Qu'une impulsion à modifier le cours des choses, même quand ce serait nécessaire, ne s'empare pas de nous. À l'inverse, parfois, ces effets compensateurs de l'inconscient pourront nous rendre plus sensibles à l'exigence d'un bouleversement. Cela dit, même quand nous changerons de cap, nous ne nous confondrons pas tout à fait avec nos actes ou avec une absence de décision, au contraire. Dans la Bhagavad Gita, Krishna laisse son armée combattre Arjuna tout en restant aux côtés d'Arjuna. Si nous devons patienter, nous patienterons. Si nous devons faire preuve de détermination, nous ferons preuve de détermination, mais toujours en gardant une réserve et sans faire taire le doute. Et nous nous efforcerons de sentir la qualité du temps dans lequel nous nous inscrivons. Agir à contre-temps n'est rien. Rester inerte quand le temps est venu ne vaut pas mieux. Et rien n'est plus bête que de croire à un idéal sans discernement ou d'y croire à contre-temps. Et comme on le sait, les croyances s'attardent. Paul Valéry disait déjà à son époque, nous entrons dans le futur à reculons. Nous entrons dans l'avenir à reculons. À part la pensée, ou plutôt l'intellect, quel autre outil pourrait nous garder contre le basculement des opposés? Alors Jung disait que les gens n'aiment pas penser, en tout cas pas penser de manière complexe. Ils ont des opinions, particulièrement les Français d'ailleurs. Et ils disent « je pense que », mais ce ne sont que des opinions, ce n'est pas une pensée construite, ce sont des croyances. Ça, ou bien ça relève du sentiment. Voilà. En fait, ce qui peut nous prémunir contre les risques de l'énantiodromie, puisque c'est ça dont nous parlons, c'est l'humilité. C'est-à-dire l'amour de la vérité et le goût de la complexité. L'inconscient nous aide. Au-delà de l'énantiodromie et l'amour. Sans lui, nous ne sommes qu'airain qui résonne, quand bien même nous parlerions toutes les langues du monde. Cet amour n'a peut-être pas aujourd'hui exactement le même sens que celui que Paul lui donnait dans l'Épître aux Corinthiens. Il ne consiste pas toujours à vouloir esquiver la souffrance et le mal que de toute façon on inflige aux autres. Il n'est pas non plus une piste d'envol vers une atmosphère gazeuse. La peur de la souffrance est bien légitime, mais la vie doit être vécue. Cet amour sera bien vivant si nous nous gardons des vertiges de l'intensité, si nous ne nous laissons pas emporter par ce qui nous exalte, ni à l'inverse terrassés par un esprit de négation. Il éclairera la vie si nous sommes bien conscients de nos actes et évidemment si
la considération de l'autre reste présente en nous.